planifiez mieux avec le balado Le Planif. Au balado Le Planif, on rejoint mon ami Stéphane Desjardins. Bonjour Stéphane. Bonjour, Hey ça Stéphane, va bien? oui, ça va bien. Tu es en Georgie en ce moment. Est-ce que tu couvres les procédures judiciaires de Donald Trump? Non, non, mais je les vois passer. Évidemment, c'est le genre de choses qu'on entend tous les jours dans les médias ici. OK. Alors, tu es allé faire du télétravail en Georgie, si j'ai bien compris. En fait, c'est une tentative. Ça fonctionne assez bien. Dans notre métier, journaliste, dès qu'on a de l'Internet haute vitesse, la vie est belle. Alors, Stéphane Desjardins, pour ceux qui ne le replacent pas immédiatement, il est chroniqueur pour le Journal de Montréal, bon ami depuis plusieurs années. Il a été aussi à la tête de Finance et Investissement, ce qui fait que les finances, il baigne dedans, comme Astérix et Obélix dans la potion magique. Et Stéphane, tu as écrit combien de livres jusqu'à maintenant dans ta carrière? C'est sous ces livres, là, j'ai un guide un roman de science-fiction et le reste, c'est des guides de finances personnelles et un livre sur l'histoire d'une famille d'immigrants, les Fermanian, qui ont parti un cinéma à Sainte-Adèle. C'est une vraie saga. Ouais. Voilà. J'invite à tout le monde à aller voir Dune 2 ou d'autres bons films comme ça au cinéma Pine. Que tu L'ambiance fréquentes familiale. d'ailleurs. Oui, je Tu le fréquente le cinéma fréquentes. Pine. Oui, oui, Effectivement, absolument. j'adore ça. C'est tout petit, c'est familial. Puis les Laurentides, des villages comme Sainte-Adèle, c'est tellement pittoresque et charmant, là, ça vaut la peine. Stéphane, on parle Voilà. de ton plus récent bouquin, ton plus récent ouvrage. J'ai l'impression que ça va être un hit, ça va être un beau best-seller au Québec. Louer ou acheter sa propriété en 2024. Alors, c'est le titre, c'est louer ou acheter, hein? Ben, je le présente comme le guide ultime en la matière, dans un contexte de crise du logement où, évidemment, être locataire représente une réalité de plus en plus difficile et complexe pour nombre de Québécois et où être euh, propriétaire est une aventure qui semble être de plus en plus difficile à atteindre. Et dis donc, pourquoi avoir sorti un guide comme ça pour l'achat d'une propriété? Est-ce que c'est une question qui turlupine trop de monde? Ah oui, ah oui. C'est parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de locataires qui se posent la question, est-ce que je peux être capable de continuer comme ça? Il y a des gens qui se font jeter dehors de leur logement, qui se trouvent pas de logement, qui cherchent une voie dans leur vie. Les aléas de la vie font qu'à un moment donné, tu es à un carrefour et tu te poses la question, coudon, je devrais-tu m'acheter un condo ou une maison? Mais évidemment, c'est la plus importante dépense de notre vie après l'impôt. Alors, on se dit, coudon, comment je vais m'y prendre? Ben, il faut se préparer. C'est un peu, d'ailleurs, ce que tu m'as appris au fil des ans avec tes propres guides et tes propres chroniques, Fabien. J'applique un principe qui nous est cher tous les deux. Il faut se préparer dans la vie. Oui, c'est vrai, il faut se préparer. Il faut se préparer pour répondre à des bonnes questions comme être propriétaire. Est-ce que c'est vraiment pour tout le monde? Et si je résume un peu ce que je lis à l'envers de la couverture arrière de ton guide, l'acquisition d'un bien immobilier représente souvent l'investissement le plus important d'une vie et c'est un caractère, relève un caractère émotif. À une époque de la crise du logement comme on vit en ce moment, puis c'est presque planétaire, c'est très difficile de se brancher. Et il y a des données intéressantes. Statistique Canada, c'est récent, 2022. 60 des Québécois sont propriétaires. Ah ben ça, c'est une surprise, mais c'est une proportion qui est en baisse. Comment on peut l'expliquer? Pourquoi les gens sont moins propriétaires? C'est la démographie. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent ici. Le Québec est proportionnellement, là, en fonction de sa population, la province qui accueille le plus d'immigration, beaucoup de réfugiés, beaucoup de réunification de familles. Je n'ai pas besoin d'en parler. On en parle dans les médias continuellement. Le gouvernement se plaint. Le gouvernement Legault se plaint du manque d'appui du fédéral pour financer tous ces nouveaux arrivants-là. Il y a une pression. Il y a aussi le fait que c'est compliqué, hein, ces questions-là. Il y a les baby boomers qui veulent pas quitter leur maison parce que où iraient-ils? Ça coûte aussi cher, sinon plus, d'acheter ailleurs, soit un chalet,
soit de s'installer dans une résidence, soit de s'acheter un condo. Donc, ça crée une pression sur le marché immobilier qui est immense. Et toi-même, tu me l'as dit pour ce livre que je viens d'écrire, il y a beaucoup de gens qui achètent des maisons pour les louer. Il y a un marché spéculatif qui grandit dans le marché immobilier. Pour toutes ces raisons, c'est compliqué d'acheter une maison. Il y a aussi la pression d'Airbnb. Il y a toutes sortes de situations où les gens ont de la misère, par exemple, à rénover leur maison ou leur duplex et veulent le vendre. Bon, c'était compliqué en 2024 de devenir propriétaire, mais ça se fait. Il Mhm. s'agit, comme je le répète, de se préparer. Oui, on se prépare, mais aussi on peut balayer du revers de la main les stéréotypes, les clichés. Et qu'est-ce qu'on entend le plus souvent de ce côté-là qui, des fois, est discutable, Stéphane? Ben, le statut de locataire, souvent on considère qu'un locataire, c'est un loser, c'est un nobody, c'est un pauvre, c'est un perdant, alors que beaucoup de gens très riches sont locataires et décident de l'être, de le devenir pour toutes sortes de raisons. Et beaucoup de locataires aussi sont locataires pas par choix, mais par obligation et pas nécessairement parce qu'ils sont pauvres. Vous êtes étudiant, vous êtes un professionnel en début de carrière, ça vous tente-tu vraiment d'acheter un condo dans ces conditions? Il y a aussi le fait qu'il faut quand même ramasser un certain montant d'argent pour faire une mise de fonds pour acheter sa propriété. Ça prend un certain temps pour faire ça et il faut en avoir les moyens. Quand on est jeune, on n'est pas nécessairement capable de mettre 100, 200, 300 pièces de côté par paye. Si on est sur les prêts et bourses, c'est la même chose. Donc, pour toutes ces raisons, évidemment, c'est pas simple de devenir propriétaire. Il y a aussi le statut de propriétaire. Malheureusement, on pense que parce que tu es propriétaire, tu es quelqu'un. Pour les institutions financières, c'est vrai. Quand on est propriétaire, on est quelqu'un. Mais évidemment, dans notre société où tout le monde essaye de flasher et de bien paraître sur les réseaux sociaux ou en société, le statut de propriétaire est le meilleur moyen. Hein? Tu connais le principe du voisin gonflable. On affiche son statut de propriétaire, notre maison est la plus belle sur Instagram. On voit ça beaucoup à notre époque. Oui, alors être propriétaire, c'est beaucoup de, je pense, des obligations, des engagements qui sont sous-estimés. Et j'imagine que dans le guide, on peut voir aussi la série de tant qu'à y être que le propriétaire qui veut se comparer, qui veut étaler sa propriété, il s'embarque dans un engrenage souvent. Il y a des surprises, ça vient à coûter beaucoup plus cher qu'un loyer. Écoute, acheter une propriété, là, moi je dis dans mon guide que être à loyer, un loyer, là, c'est le maximum que tu vas payer pour te loger. Avoir une hypothèque, c'est le minimum que tu vas que tu vas payer pour te loger. Outre l'hypothèque, il y a les taxes, les frais de condo. Si c'est un condo, il y a l'entretien, l'assurance. Euh, L'entretien, ça coûte extrêmement cher. Il y a évidemment tout ce qu'il faut pour décorer ta maison ou ton condo. Juste en rideau, ça peut te coûter 2 000 à 3 000 piastres. Là. Il y a l'aménagement paysager. Ça finit plus à chaque année. Il y a des études économiques faites par un prix Nobel ou d'autres spécialistes aux États-Unis qui disent qu'une fois que tu tiens compte de tous les frais, ton rendement sur l'investissement est proche de zéro avec une maison. Alors que si tu mettais autant d'argent, tu sais, on dit souvent les baby boomers ont acheté une maison à 20 000 dans les années 60 puis à revendre 700 000 cette année. Ben, il y a plusieurs études qui disent que si tu avais mis tout cet argent que tu as mis dans ta maison, si tu l'avais mis dans un fonds commun équilibré ou un FNB indiciel, tu aurais plusieurs millions dans tes poches. Donc, la comparaison ne tient pas la route entre être à loyer et être propriétaire du point de vue de l'investissement. La propriété est un très mauvais investissement. Ceci dit, et là, je te vois venir, je le vois dans tes yeux, Fabien, tu me dis, ouais, mais pourquoi que les locataires investissent pas? Ben parce qu'on vit dans une société de dépenses et de consommation à outrance où la plupart des locataires ne mettent pas de côté la différence entre leur loyer et une éventuelle hypothèque. Et c'est pour ça que être propriétaire a quand même certains avantages du point de vue financier. C'est de l'épargne forcée, comme le dit le vieil adage. Ouais. À quel âge tu es devenu propriétaire pour la première fois, toi, Stéphane?
Je suis devenu propriétaire loin dans ma trentaine. D'accord, d'accord. Moi, dans mes Hein? découvertes, c'était Ouais. dans la jeune vingtaine. Je pense que j'avais 23 ans. Et puis, j'ai eu un bon coup de pouce, une mise de fonds genre de 20 000. Mais qu'est-ce qui m'a renversé? C'est tous les coûts inhérents à ça. C'était le fun de la maison arriver avec une piscine, mais l'entretien de la piscine, surtout quand le chauffe-eau fait défaut, c'était quelque chose. La galerie, mon pied est passé au travers deux fois. J'ai dû changer le patio. Évidemment, on essaie de se débrouiller, mais les matériaux de construction coûtent une fortune. J'ai découvert aussi que sur le terrain, la nuit, j'avais des envahisseurs, des moufettes qui venaient chasser les vers blancs et qui ont scrappé le paysagement. Ben là, il faut commander de la tourbe à grandeur, puis mettre des formes d'herbicides. C'est des dépenses qu'un locataire n'a pas, là, puis ça s'additionne, ça Absolument pas. revient à des Oui, milliers de oui. dollars. Oui, en fait, une maison, quand on dit que c'est d'épargne forcée, c'est d'épargne forcée. Ça quand même, je dis que les propriétaires de maisons par rapport aux locataires, les études de Statistique Canada le prouvent, ils s'enrichissent, là. On va se dire les vraies affaires. Ils s'enrichissent nettement mieux. Par contre, c'est plus difficile, évidemment, de pas tout mettre tes œufs dans le même panier, un vieux principe en investissement. Tu mets pas juste de l'argent dans ta maison. C'est toi-même qui me l'as dit pour ce guide. Il faut quand même continuer à épargner. C'est difficile, ça se fait. Et encore une fois, il faut le planifier. Mais ça entraîne un constat, c'est la plupart des gens achètent trop grand leur maison et vivent dans trop grand. Donc, ça coûte cher à assurer, ça coûte cher à entretenir, ça coûte cher à chauffer, à climatiser, à tout ce que tu veux. Et surtout, c'est, vous me permettrez l'expression, c'est chiant à nettoyer. Concrètement, si on achète dans plus petit ou si on s'installe dans plus petit, désolé, si on achète près d'une ligne de banlieue, de train de banlieue, de métro ou carrément un condo en ville, on va probablement éviter d'acheter une deuxième ou une troisième voiture devant la maison et canaliser ces 20 000 que nous coûte ce deuxième véhicule-là annuellement vers l'hypothèque. Et justement, ça nous permet de s'enrichir plus facilement ou simplement de devenir propriétaire. D'autre part, évidemment, quand on vit dans moins grand, bien évidemment, on a moins de dépenses, donc on canalise un petit peu plus d'argent vers son épargne, à condition, évidemment, de ne pas succomber aux sirènes de la consommation Mhm. en se payant un café tous les jours chez Starbucks. D'ailleurs, je te dis ça, cet exemple-là dans mon livre, un café quotidien chez Starbucks, ça équivaut si tu as un taux marginal d'impôt à 40 et si tu es payé 15 de l'heure, à une semaine de travail Hmm. pour te payer un café chez Starbucks par année. Alors, imagine si tu mets cet argent-là dans ton hypothèque, quel bonheur. Au mieux, acheter des actions de Starbucks. Exact. Comme le disait un vieux livre, Benjamin Graham? Graham, ouais, disait, si tu veux venir riche, mets pas ton argent en banque, achète l'action de la banque. Ouais, ouais, très sage décision. Stéphane, je te connais, quand tu as fait des recherches, des fois, tu as dû lâcher des Wow! C'est quoi tes découvertes qui t'ont ébahi, que tu ne savais pas, que tu as mis dans ton bouquin, le guide ultime pour prendre de bonnes décisions, louer ou acheter son immobilier? Ben, tu sais, tantôt, tu me disais, Fabien, que les gens pensent qu'ils ne seront pas capables de se payer, que c'est dur de devenir propriétaire, etc. Tu as rien qu'à faire quelques petits calculs, puis j'ai réalisé que pour un petit peu plus que 350 pièces par paye, un couple peut, en 3 ans, ramasser 100 000 comme mise de fonds pour une maison de 500 000. Ça semble être une fortune, mais en rognant, par exemple, sur les deux ou trois repas au restaurant qu'on se paye chaque semaine, la douzaine de bouteilles de vin par mois, ou différents petits plaisirs, ou simplement en coupant la ligne fixe pour juste garder son cellulaire, en laissant tomber les 92 canaux sur le câble et en concentrant son offre de son abonnement de Netflix ou de Tout TV en tu sais, moi, j'en annule un, je passe au suivant quand j'ai passé à travers toutes les émissions que je voulais voir. Je passe à l'autre service, j'annule le précédent.
En faisant ce genre de décision-là, ben, je suis capable de me payer une maison. C'est incroyable. Aussi, en évitant de s'acheter un VUS. Un VUS, si tu utilises le calculateur Carcass de la CAA, tu te rends compte que ça te coûte extrêmement cher comparativement à une berline. Les gens ne peuvent pas s'empêcher d'acheter des grosses bagnoles, mais en s'achetant des petites bagnoles, ils s'enrichissent beaucoup plus rapidement en misant sur leur placement ou l'immobilier. C'est difficile, par contre, de faire ces décisions-là, mais ça se fait. Il s'agit simplement de voir les chiffres. Moi, c'est ce qui m'a frappé. Moi, je me promène sur les autoroutes des Laurentides, comme toi d'ailleurs, Fabien, et je suis flabbergasté par le nombre de gros véhicules, je me dis, qui tirent souvent des skidoo puis des bateaux. Puis je me dis, mais pourquoi ces gens-là vivent comme ça? Pourquoi ne se contentent-ils pas simplement de louer un skidoo pour une fin de semaine au lieu de l'acheter? Et ils réaliseraient des économies ahurissantes qu'ils pourraient canaliser sur un meilleur voyage dans le sud ou simplement acheter une maison. C'est le genre de Ron choses qui Dennis, m'ont frappé. Ron Dennis, c'est un auteur, c'est un homme d'affaires britannique qui a eu beaucoup de succès dans les années 80 avec des guides Computer Life de ce genre-là pour le nouveau marché de la micro-informatique. Et lui a cité quelque chose de vulgaire, et je vous le dis tout de suite, c'est pas moi qui l'ai mentionné, là, mais je le cite parce que c'est rigolo, mais ça rejoint un peu ce que tu dis. Tout ce qui vole, flotte, roule ou se baise devrait se louer. Absolument. Il a absolument raison, malgré le petit côté scabreux. Il a raison. Je te vois te marrer à l'écran, Fabien. Tu as bien raison. Mais ton auteur est en plein dans le mille. Euh, Posséder, ça coûte cher parce que généralement, il faut le financer. Et Mhm. la seule possession qui coûte cher et qui doit se financer pour une majorité d'entre nous, c'est la maison, mais c'est le seul actif qui perd pas autant de valeur ou qui perd pas de valeur comparativement au skidoo, au bateau et à la voiture, en effet. Ouais, et puis dans ton guide, là, si tu y vas chapitre par chapitre, qu'est-ce que tu crois qui est intéressant comme démarche pour le lecteur, bien que je suis sûr que tes chapitres peuvent être indépendants, qu'est-ce que tu recommandes? Ben, je recommande d'utiliser les systèmes en ligne. Je recommande surtout, là, avant de commencer, je recommande aux gens de s'adresser à des conseillers financiers comme toi, par exemple, pour faire leurs petits calculs et surtout miser sur les produits financiers qui vont te permettre d'épargner à l'abri de l'impôt le plus possible pour pouvoir acheter une maison. Par exemple, on met un certain montant dans son REER pour être capable de rapper quand on est jeune. On met un peu d'argent dans son CELI pour être capable de sortir de l'argent du CELI à un moment donné si on veut s'acheter une maison ou simplement financer ses vacances, ses cadeaux de Noël ou sa rentrée scolaire. Ces produits-là, pas des produits, c'est des moyens d'épargner de l'impôt dans lesquels on investit dans des produits financiers. Il faut savoir lesquels produits financiers utiliser. Et ça, un conseiller financier va pouvoir te le dire. D'autre part, il y a aussi d'autres moyens, comme par exemple le CELIAP, qui est un nouveau mélange entre le CELI et le RAP qui permet d'accumuler de l'argent pour être capable de se payer une maison. Il y a bien des moyens d'épargner qui sont à la portée de monsieur, madame, tout le monde. Il s'agit simplement de se documenter. Je reviens, tu sais, prendre le contrôle de sa vie, là, pas être au service du système, mais mettre le système à ton service. C'est en se documentant qu'on y arrive. Est-ce qu'il y a une conclusion à ça? Quelqu'un qui a les moyens d'acheter une maison et se pose la question, est-ce que je loue ou j'achète mon domicile? Est-ce que tu as une réponse générale? La réponse est bien simple. Si tu es capable de te contraindre, il y a un calculateur dans mon livre de l'Autorité des marchés financiers qui fait la différence entre acheter et louer et qui te montre combien tu peux épargner. Si tu es capable d'épargner ce montant-là par mois, par paye, si tu es capable de te contraindre à épargner, reste locataire. Si, évidemment,
tu es heureux et satisfait de ton statut de locataire. Le statut de locataire te permet d'accéder à des quartiers que tu ne pourras jamais te payer comme propriétaire en passant, des quartiers extraordinaires. Mais certaines personnes aiment aussi être locataires en région. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de logements loués en région. J'y habite, je le sais. Ceci dit, si tu es capable de rester locataire et de te contraindre à épargner la différence entre un loyer et une hypothèque, all the way, c'est vraiment la meilleure des solutions. Et au bout d'un certain temps, tu sais, Fabien, la contrainte ne devient plus une contrainte, ça devient une habitude, une seconde nature. On vit très, très bien en épargnant une très forte proportion de son revenu. On est capable de le faire parce qu'il y a toutes sortes de moyens de bien vivre. On a une belle qualité de vie malgré tout, sans nécessairement tomber dans le piège du consumérisme. Est-ce que tu es quand même allé dans ton ouvrage à faire des projections pour l'avenir de quoi peut avoir l'air l'immobilier dans le futur au Québec, au Canada? Non, parce que c'est tout simplement difficile à prévoir parce que l'immobilier, contrairement à ce qu'on pense, ça augmente pas tout le temps. Il y a de grandes périodes de l'histoire du Québec où les valeurs des maisons ont stagné pendant 10 ans ou ont même chuté dramatiquement pendant des années ou des mois. C'est le cas d'ailleurs depuis la pandémie. La valeur des maisons au Québec, outre certains marchés très spécialisés comme Tremblant ou le Vieux-Montréal là, ou Westmount, et encore, la valeur des maisons a chuté dramatiquement ces derniers mois et elle n'a pas repris du poil de la bête par rapport à la Mhm. période pré-pandémique ou le début de la pandémie. L'immobilier, c'est pas une garantie que ta valeur va monter éternellement. Et ça, hein, tu le sais comme conseiller financier, l'immobilier, c'est comme tout autre placement. Il faut sortir de ça au bon moment. Si tu sors dans une période prolongée où les valeurs immobilières se sont écroulées, ben, tu perds ton fric. Mhm. Puis de ce côté, quand c'est son toit, c'est son habitation, faire des transactions précipitées, il faut quand même se reloger ailleurs, là. Oui, et en matière de finances personnelles, tout est question de planification. Il faut planifier. Il faut diversifier ses placements, mais il faut planifier. Il faut être capable de dire, de prévoir, si je sors du marché immobilier parce que j'ai 70 ans, je suis écœuré de m'occuper de ma maison, puis je vais aller ailleurs, soit dans un condo ou dans une résidence, ben, il faut prévoir une sortie où on ne perdra pas énormément d'argent. C'est difficile parce que il y a seulement dans le film Back to the Future où il y a quelqu'un qui a réussi à prévoir l'avenir et à s'enrichir. C'est le seul moment dans l'histoire où je peux vraiment dire que cette personne-là avait les moyens que toi et moi nous n'avons pas. Merci de ton temps, Stéphane. J'invite les gens à se procurer, louer ou acheter le guide ultime pour prendre la bonne décision aux éditions du Journal. C'est disponible maintenant en librairie. Si vous souhaitez l'acheter en ligne, vous pouvez le faire en encourageant les petits libraires en allant tout simplement à leslibraires.ca. Vous pouvez le commander, le recevoir et même avoir la version numérique qui sera disponible bientôt, j'espère. Et merci là-dessus, Stéphane, puis bon succès en librairie avec louer ou acheter.